Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle conférence de la journée digitale de la relation client. Un petit pitch technique pour ceux qui ne sont pas familiers de l'interface Zoom. Du coup, vous pouvez commenter en fait. Donc, n'hésitez pas à dire si vous entendez bien, si vous me voyez bien dans l'onglet Converser. Pensez bien à cliquer sur le petit bouton bleu et basculer de conférencier à conférencier et participants, comme ça tout le monde pourra voir vos messages. Et vous avez également l'onglet questions et réponses qui facilitera le traitement par les conférenciers. Vous pouvez poser vos questions, commenter, voter pour les meilleures questions et les conférenciers tenteront d'y répondre dès qu'ils peuvent. Donc j'invite du coup les conférenciers à me rejoindre, à prendre le contrôle sur la présentation. Alexandre, Michel et Nicolas, bienvenue et bonne Bonjour à conférence à vous. tous. Bonjour. Bonjour à tous. Hop. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation en plein écran? Oui, c'est parfait. Je pense que c'est bon. Ok, super. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette, je crois, déjà 6e conférence de la journée digitale de la relation client, intitulée Callbot et téléphonie, la complémentarité nécessaire. Donc, comme vous l'a précisé Benoît, vous avez donc plusieurs onglets qui sont disponibles là via Zoom, qui vous permettent, via l'onglet Converser, via l'onglet Questions, de nous envoyer des questions au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas, dites-nous si vous nous entendez bien aussi dans le chat, si vous pouvez aussi nous dire d'où est-ce que vous vous connectez, ça fait toujours plaisir de savoir qui est-ce qui assiste à ça. On sera 3 à parler aujourd'hui, donc moi-même, Nicolas et Michel qui vont se présenter juste après. On a également une personne qui s'appelle Cassandra, qui travaille chez Axialis, qui fait office de modératrice et qui pourra répondre à vos questions via le chat. Donc, on espère que tout va bien se dérouler. Pour ceux qui ont assisté à la conférence précédente, il y a eu quelques loupés techniques avec l'intervenante, malheureusement, qui n'arrivait pas à parler. Donc, justement, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. Et puis voilà. On va pouvoir attaquer les présentations en commençant peut-être par Michel. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Michel Zédé. Aujourd'hui, je suis en charge de toutes nos activités de service chez meilleurtaux.com, que j'ai rejoint depuis maintenant 2 ans. Pour ma part, donc, j'ai eu au cours de ma carrière différentes expériences à la fois dans l'outsourcing, mais aussi comme client donneur d'ordre, principalement auprès de compagnies d'assurance ou de services financiers. Ça marche. Merci d'être avec nous déjà aujourd'hui. On est aussi avec Nicolas. Je te laisse te présenter rapidement avant qu'on présente Axialis. Absolument, bonjour. Donc, je suis Nicolas Boug, je suis cofondateur d'Axialis. On reparlera d'Axialis, mais donc moi, je baigne dans le monde des télécoms depuis fort longtemps maintenant. Voilà. Et moi-même, du coup, pour compléter, donc Alexandre Courbin, je suis marketing manager chez Calldesk. Donc, on travaille aussi dans le monde de la téléphonie et plus particulièrement dans ce qu'on appelle les callbots, sur lesquels on va revenir juste après. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie présentation. Rapidement, pour situer les activités, pour aussi essayer de comprendre au mieux quelle est la logique qu'on a voulu pour cette présentation, on a prévu de présenter nos 3 activités respectives rapidement, parce qu'on a chacun des champs d'expertise qui sont assez complémentaires. Donc, peut-être, Michel, tu peux nous présenter Meilleurtaux en premier? Oui, tout à fait. Donc, meilleurtaux.com, je pense que tout le monde connaît cette fabuleuse enseigne autour du métier historique qu'est le crédit immobilier, mais une société qui s'est déjà bien élargie au cours des dernières années et surtout qui s'est beaucoup diversifiée. La volonté de Meilleurtaux aujourd'hui est vraiment de s'imposer comme une marketplace incontournable pour les Français sur tout ce qui est services financiers et autres types de services relatifs à leur pouvoir d'achat. Comme je vous le disais, historiquement, l'activité a démarré par le crédit immobilier, ensuite le rachat et le regroupement de crédits, donc avec différentes acquisitions qui ont été réalisées dans ce secteur. L'assurance, aujourd'hui, donc on a notre propre comparateur d'assurance, mais on est aussi courtier en assurance, en épargne, avec l'acquisition qui a été faite il y a quelque temps de mesplacements.fr, qui est devenu meilleur placement chez nous.
Toute la partie crédit conso, nous sommes aussi partenaires avec l'ensemble des acteurs du crédit à la consommation. Et puis le dernier né, pour lequel donc j'ai également monté une plateforme au Maroc, qui est l'énergie, et bientôt les télécoms, où donc nous sommes également comparateurs en énergie et télécom, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, bouclé un peu la boucle du consommateur français et d'être capable de lui proposer des solutions d'optimisation, mais aussi l'accompagner dans tous ces nouveaux projets, lui permettant de toujours trouver les meilleures solutions, les plus adaptées à ses besoins, et aussi de lui permettre d'augmenter son pouvoir d'achat. Donc, en termes de notoriété, meilleurtaux.com, je pense que vous voyez régulièrement la présence média qu'on peut avoir. Et puis, en termes de capacité aussi à servir nos clients, aujourd'hui, nous avons deux principaux canaux. Le premier, c'est le réseau d'agences franchisées qui aujourd'hui est d'un peu plus de 350 sur l'ensemble de la France. Et puis, nous avons tout ce qui est canal à distance, qui reste le plus gros de nos volumes aujourd'hui, et avec des activités relativement diversifiées sur 6 centres de contact différents, dans des localisations différentes, certains en France, d'autres au Maroc, et depuis peu à Madagascar également, et un peu plus de 500 conseillers pour servir nos clients sur l'ensemble de ces métiers. Alors, donc, je suppose que c'est à moi de parler pour Oui, vous tout à parler fait. d'Axialis. Je peux présenter Axialis, mais je le ferai moins bien. Merci Michel. Donc Axialis, nous sommes un opérateur, un petit opérateur télécom qui existe en France depuis une vingtaine d'années. Notre activité en fait a évolué au fil du temps pour évoluer de celle d'un fournisseur de services d'abord dans le domaine des serveurs vocaux, je vous en reparlerai tout à l'heure, puis vers celle d'opérateur télécom au sens réglementaire du terme en fait. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes plus orientés vers la téléphonie et sous forme de logiciel, en fait, Telecom as a Software, pour accompagner au mieux nos clients avec justement l'outil téléphone dans leurs problématiques métiers, dans leur outillage existant. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire de nos belles références. Je voudrais juste vous donner l'exemple de quelques intégrations, quelques solutions logicielles avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, la téléphonie Axialis, elle peut s'intégrer dans des outils tels que Salesforce ou Microsoft Dynamics, par exemple, Easyware, qui est un CRM français qu'on aime beaucoup, ou Zendesk, qui est une plateforme de ticketing qui est très en vogue également. Nous opérons dans un grand nombre de pays et notre activité sur la téléphonie est en croissance soutenue depuis quelques années. Voilà. Je ne m'étends pas davantage, je vous reparlerai de ce qu'on fait un tout petit peu après. Oui, on va avoir l'occasion d'y revenir. Très rapidement sur Coldesk également. Donc moi, pour ma part, je suis marketing manager chez Coldesk. Coldesk, on est le pionnier européen des solutions de callbot pour la relation client. Donc depuis 2016, on était les premiers en Europe à développer les callbots. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu ce terme un peu barbare, c'est en fait des assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle qui vont être capables de traiter des problématiques clients par téléphone. D'où justement la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est finalement la téléphonie. Quel rôle pour la téléphonie aujourd'hui? On a souvent dit que la téléphonie, elle était en train de décroître et puis finalement, on a l'impression, nous, de nos points de vue respectifs, que c'est tout sauf vrai. Le taux de croissance d'Axialis semble le prouver. Donc, juste avant de rentrer dans la présentation et de parler, de notamment faire parler Nicolas qui, comme il le disait, est depuis un certain nombre d'années dans ce secteur, on avait un sondage qu'on souhaitait vous partager, que Cassandra qui devrait apparaître sur votre écran d'ici quelques secondes, avec pour objectif de comprendre, vous qui assistez aujourd'hui à la conférence, quel rôle joue la téléphonie pour vous. On vous laisse quelques secondes pour voter.
peut laisser encore, je vois qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui ont voté, un peu plus maintenant même, oui, plus de la moitié. Il reste 3 secondes. Hop, c'est bon. Bon, je vais mettre fin au vote. Alors, assez intéressant, en fait, le résultat qu'on voit apparaître aujourd'hui. 47% des réponses, la téléphonie est le canal de contact principal de l'entreprise. Et 50% des réponses, c'est un de nos canaux majeurs. Donc, a priori, malgré la fin annoncée de la téléphonie dans le monde de la relation client, il semble qu'on soit plutôt sur le cas d'un canal hype aujourd'hui. Donc, je pense que je vais laisser la parole plutôt à Nicolas pour présenter cette partie-là. N'hésitez pas, hein, comme on disait au début, à nous envoyer vos questions dans le chat pour savoir un petit peu ce qui se passe là-dessus, pour qu'on puisse aussi faire quelque chose d'assez interactif et rebondir sur vos interrogations. Merci Alexandre. Alors bon, hype ou mal aimé, on va voir, mais en tout cas effectivement votre avis à vous, c'est probablement que c'est indispensable de toute façon. Donc juste un petit historique de la téléphonie. La plupart d'entre vous n'apprendront pas grand-chose, mais enfin c'est quand même utile de remettre un petit peu les choses en perspective. Donc la téléphonie, c'est tout simplement la conversation à distance. La démocratisation du téléphone, c'est les années 70. Et à cette époque-là, la téléphonie, c'est un abonné qui appelle un autre abonné, hein, tout simplement. Dans les années 80, avec le développement des outils électroniques, enfin de l'électronique en général, on a les premiers call centers qui apparaissent dans les entreprises. Les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être de SVP en France, qui était le premier fournisseur de services dans ce domaine-là, avec une envergure un peu significative. Donc pour la première fois, la téléphonie devient en quelque sorte un canal, puisqu'auparavant la question ne se posait pas vraiment. On essayait juste de gérer les choses comme on pouvait. Les années 90 ont vu l'émergence de ce qu'on appelle les serveurs vocaux interactifs, c'est-à-dire les machines qui vous disaient au départ tapez 1, tapez 2, etc. Qui, on verra, ont évolué ensuite vers de la reconnaissance vocale. C'est également à cette époque-là l'âge d'or de ce que certains d'entre vous ont également connu, qu'on appelait le Minitel. Alors, ce n'est pas tout à fait de la téléphonie, le Minitel, mais c'était quand même un canal de relation client tout à fait pertinent et qui permettait une grande automatisation notamment. Les années 2000, peu d'évolution pour la téléphonie, mais en l'occurrence, évidemment, la démocratisation d'Internet qui a poursuivi cette accessibilité à de l'échange automatisé entre les consommateurs et les entreprises, largement au-delà de ce que permettait de faire le Minitel, avec la poursuite du développement des technologies sur la voix et notamment la reconnaissance vocale, avec plus ou moins de bonheur, on va en reparler. Et puis les années 2010, c'est les smartphones, c'est les applications, c'est toute cette interaction très intégrée, multicanal, où on va aller vraiment chercher à optimiser la qualité de la relation client. Alors, si tu peux avancer, Alexandre. Voilà. Alors, j'imagine que ces chiffres sur l'importance du canal téléphonique ne vont pas vous surprendre à la lumière de ce que vous avez répondu à notre petit sondage. Les Français privilégient évidemment l'interaction au téléphone. Et inversement, la plupart des interactions reçues dans les centres de contact aujourd'hui sont des interactions téléphoniques. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette interaction, elle part à la base d'une envie ou d'un besoin de l'appelant de parler à un humain. Et c'est ça l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on va traiter cette envie, cette nécessité parfois d'un appelant de parler à un humain pour éventuellement le réorienter sur autre chose qu'un humain et dans quel cas et avec quel bonheur. Voilà, donc si on peut juste avancer, voilà, merci. Donc en gros, si on compare à gauche de la slide ce que je vous ai mis, les interactions de type web et application
avec les interactions en phonie, c'est-à-dire en conversation avec un humain. On va avoir du côté de l'interaction web ou applicative quelque chose de rapide, des processus qui vont être relativement simples à comprendre et à appréhender, en tout cas s'ils sont bien construits, et une interaction qui va pouvoir être riche en données, c'est-à-dire que l'utilisateur ou le consommateur va pouvoir fournir des données en quantité relativement importante, son nom, son prénom, etc. Il va avoir du temps pour le faire et à l'inverse, le système va pouvoir lui communiquer des informations relativement riches. Et tout ça de façon complètement automatisée, avec un coût par interaction qui va être extrêmement faible, puisque totalement automatisé. Ça va être parfaitement adapté pour un certain nombre de cas, mais, et là on va regarder l'autre côté de la diapo, le cas va également se poser fréquemment du consommateur qui souhaite avoir une interaction avec un humain. Et pour ça, sa meilleure chance d'avoir une interaction avec un humain, ça va être quoi? Ça va être de décrocher son téléphone et d'appeler le service client, ou en tout cas là où on lui dit d'appeler. Il va, dans l'hypothèse où tout se passe bien, pouvoir échanger avec un humain et donc résoudre des problématiques relativement complexes, c'est-à-dire expliquer son problème, obtenir une réponse argumentée. Ça va être l'occasion pour celui qui reçoit l'appel de fournir une explication relativement riche et éventuellement, dans le cadre, par exemple, d'une vente ou en tout cas d'une relation commerciale, de convaincre, d'apporter un argumentaire qui va éventuellement être adapté spécifiquement aux demandes du client. Donc, d'avoir vraiment quelque chose de l'ordre de l'interaction one-to-one et au meilleur niveau de ce qu'on peut espérer en termes de qualité entre deux humains, tout simplement. Le coût corollairement va être très élevé, essentiellement parce qu'on parle de temps d'humain et que donc l'humain étant cher, ça va coûter cher. Un petit peu également parce que les outils mis en œuvre, on va y revenir, sont plutôt plus coûteux, en tout cas sont susceptibles de l'être dans le domaine de la téléphonie. Entre les deux, eh bien, justement, il y a la question à 100 sous qui est comment est-ce qu'on pourrait essayer d'optimiser le coût sur ces appels-là, ces appels qui ont vocation à être coûteuses parce que traités par des humains. Comment est-ce qu'on peut essayer d'en optimiser le coût pour les cas où la valeur ajoutée des humains serait considérée comme minimale. Donc, c'est l'histoire des serveurs vocaux interactifs dont je vous parlais tout à l'heure, qui, avec le temps et les évolutions de la technologie, aboutit aujourd'hui à des choses relativement évoluées, donc du domaine du chatbot, duquel Alexandre nous entretiendra plus en détail tout à l'heure. L'important vraiment à mes yeux dans le choix d'outils qu'on va pouvoir proposer dans le cadre de l'automatisation de la phonie, c'est vraiment d'aller explorer et chercher et démontrer que l'outil qu'on va fournir va être adapté à la problématique qu'on cherche à résoudre. Parce que sinon, on aura très, très, très vite fait de passer du côté pénible, insupportable, et très, très frustrant en fait, c'est-à-dire avoir d'un côté l'envie de parler à un humain et se retrouver face à une machine qui ne nous comprendra pas, qui ne sera pas en mesure de répondre à la problématique. Donc l'analyse du besoin et de la réponse qu'on va pouvoir y apporter est vraiment primordiale pour arriver à quelque chose permettant à l'expérience utilisateur de rester à un niveau haut. Et c'est l'attente dans le cadre de quelqu'un qui passe un coup de fil, en fait. Voilà pour moi l'enjeu essentiel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les outils de la téléphonie, même si une conversation est restée une conversation, un numéro de téléphone est resté un numéro de téléphone, et ça, c'est tant mieux, ça n'a pas changé. Les outils ont eux, considérablement évolué. Je vous parlais il y a quelques instants de l'évolution sur l'automatisation entre le SVI et le chatbot, mais ne serait-ce que sur l'outillage des utilisateurs. Alors,
côté donneur d'ordre, côté entreprise plutôt. On est passé d'outils dans les années 80-90 d'un meuble en fait. Votre téléphone sur votre bureau, c'était un meuble avec des contraintes d'utilisation relativement élevées et puis absolument aucune interaction avec le reste de vos outils professionnels. Aujourd'hui, à des outils qui peuvent être extrêmement légers et intégrés. Donc léger parce que, par exemple, comme on le fait aujourd'hui, on va avoir de la téléphonie basée sur l'ordinateur, donc sans avoir besoin d'un outil à côté. Avec des solutions qui vont être souples, qui vont permettre la mise en œuvre rapide de numéros de téléphone, d'outils d'automatisation dans les scénarios de traitement d'appels, dans la distribution d'appels, et puis surtout l'intégration entre ce qui se passe dans la conversation téléphonique avec ce qui se passe dans le reste des outils métiers qui peuvent aller de problématiques relativement simples comme par exemple de la remontée de fiches, c'est-à-dire que au moment où vous recevez un appelant d'une façon ou d'une autre, l'information relative à cet appelant, à ce prospect ou ce client apparaît sur l'écran du conseiller. De même qu'on met en œuvre aujourd'hui des solutions qui vont réaliser un enregistrement, une analyse de la conversation en temps réel et grâce à des outils d'intelligence artificielle, pousser des informations au conseiller grâce à l'analyse de cette conversation pour l'aider à guider la conversation de la façon la plus optimale qui soit. Voilà. Donc c'est un canal qui reste très très demandé, la téléphonie. C'est un canal qui aujourd'hui technologiquement est évidemment très abouti, mais s'intègre avec les technologies les plus évoluées. Et donc à mon avis, c'est un outil qui a encore de très très beaux jours devant lui, sous une forme ou sous une autre. Voilà. J'ai un petit peu fait le tour de la question. Que j'avais à vous dire en tout cas. On va pouvoir passer justement à la deuxième partie de cette présentation avec le mot de celui qu'on a appelé l'expert. Michel, en fait, avec ce que justement tu nous avais présenté tout à l'heure, Nicolas nous a fait l'historique de la téléphonie, mais en fait, effectivement, ce qu'on en retient, c'est que c'est un canal qui reste important, mais qui a profondément changé. Donc, on s'est dit que justement, toi, vu ce que tu fais aujourd'hui chez Meilleurtaux, mais vu aussi les vies précédentes que tu as pu avoir chez Sitel notamment, on s'est dit que tu allais pouvoir nous éclairer justement sur comment ça a évolué aujourd'hui. Et donc, on a prévu une série de questions. La première d'entre elles étant déjà, c'est quoi une bonne relation client de ton point de vue ou pour Meilleurtaux et quel rôle du téléphone dans cette relation client? Je pense que par rapport à tout ce qu'a décrit Nicolas, effectivement, il y a eu une évolution et elle est encore loin d'être terminée des outils mis à la disposition des centres de relations clients pour servir les clients. Souvent, l'erreur qui a été réalisée, c'est de pouvoir penser que la priorité était à la réduction des coûts autour de la relation client et parfois au détriment du service réellement rendu pour le client. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les sociétés qui ont de forts besoins en interaction avec leurs clients en sont quand même pas mal revenus et commencent à adopter les solutions adéquates en fonction des typologies et des besoins réels de leurs clients. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nécessairement segmenter les clients en se disant, mais voilà, telle tranche d'âge, ça va être des gens qu'on va adresser surtout sur des canaux de type chat, email ou chatbot. Et puis, telle typologie de clients, ça va être surtout des clients sur lesquels on va avoir des interactions vocales, etc. Non, je pense qu'aujourd'hui, les attentes des clients et les besoins des clients peuvent varier à typologie identique d'appels ou de besoins ou d'interactions nécessaires. Parce que là où aujourd'hui on propose des solutions de plus en plus basées sur l'intelligence artificielle, nos clients restent sur de l'intelligence, je dirais, pure. Et surtout beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Donc, je pense que en fonction de leur localisation, en fonction de leur humeur, etc., ils peuvent avoir besoin de faire appel à un canal très différent pour une même typologie.
Après, je pense que il y a aussi, pour intégrer toute la dimension émotionnelle pour le client, il y a aussi souvent besoin, là où il pourrait tout à fait être dans une logique de self-care ou de trouver de l'information sur nos sites internet, etc. C'est d'avoir aussi des éléments de réassurance de la part d'un conseiller, parce que parfois, euh, son besoin tourne autour du projet de sa vie. Si on ramène ça à meilleurtaux.com, sur du crédit immobilier, en général, nos clients sont sur une première acquisition d'un bien immobilier. C'est en général le projet de leur vie. Et ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations qu'ils pourraient tout à fait trouver en ligne ou qu'on pourrait leur envoyer par email ou sur un autre canal, mais sur lesquels ils ont besoin d'échanger et d'être rassurés par nos conseillers. Alors, on pourrait se dire, le crédit immobilier, c'est le projet d'une vie, mais on voit aujourd'hui sur des métiers peut-être à moins forte valeur ajoutée, comme par exemple notre comparateur en énergie, on, on- ce- ce- le changement de fournisseur d'énergie en France reste encore quelque chose qui n'est pas totalement rentré dans les habitudes. Il y a encore énormément de Français qui sont abonnés aux fournisseurs d'énergie historique. Eh bien, souvent, là où ils ont fait une comparaison en ligne, on va leur exposer tous les éléments qui leur permettraient en fait de prendre une décision sur le fournisseur adapté à leurs besoins en consommation énergétique. Eh bien, souvent, ils vont avoir besoin d'un contact téléphonique, tout simplement pour être rassurés sur des questions aussi simples que mais vous me garantissez, je ne vais pas avoir de coupure d'électricité, ça va bien se passer, est-ce que je vais continuer à recevoir ma facture, etc. Voilà, des choses très simples, mais qui sont purement de l'émotionnel et sur lesquelles nos clients ont encore besoin d'avoir des interactions 100% vocales. Alors après, chez meilleurtaux.com, donc aujourd'hui, on utilise le canal de voix principalement, mais on a aussi intégré du chat, pas du chatbot encore. C'est des choses qu'on envisage dans le futur aussi, tout simplement aussi pour permettre à nos clients d'avoir peut-être un service aussi rendu plus rapidement, tout simplement sur des demandes relativement simples, comme calculer sa capacité d'emprunt. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait le faire sur notre site internet. Vous avez un formulaire pour calculer votre capacité d'emprunt, mais certains clients, on le voit bien, démarrent un formulaire, mais ensuite ne le terminent pas. Donc, encore une fois, peut-être qu'ils ont un besoin d'y aller étape par étape, de poser des questions. Et ça, effectivement, du chatbot ou voire dans le futur peut-être du callbot seraient des solutions qui pourraient être intéressantes pour nous accompagner sur ces sujets. Ok, merci. Justement, ce terme de réassurance, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui a été vraiment d'actualité l'année dernière. J'assistais ce matin à l'autre conférence avec le témoignage de Fuel Market notamment, qui sont spécialistes de la livraison de fuel chez les particuliers. Et en fait, le jour du confinement, donc mars dernier, d'un coup, ils ont vu leur trafic exploser et en fait, leur site était déjà taillé pour absorber ce type de volume. En revanche, le mot qui ressortait vraiment, c'était que les clients, alors dans un tout autre contexte qu'une demande de crédit, mais avaient besoin d'être rassurés sur est-ce que je vais pouvoir être livré? Est-ce que la livraison se passera dans le respect des gestes barrières? Enfin, en fait, tout ça, c'est aussi le rôle du service client, d'être capable de rassurer, de montrer que l'entreprise se soucie de l'expérience, de la manière dont elle se déroule, de la sécurité de ses clients. Et donc, la question suivante qui est assez logique, on va dire, avec ça, c'est comment est-ce que vous avez vu la crise sanitaire impacter votre relation client, en particulier chez Meilleur Taux? Alors, je pense que pour tout le monde, comme pour tout le monde, ça a été très particulier. Différent sur l'ensemble de nos métiers. On peut avoir des activités comme l'énergie où je pense que le confinement a permis aux gens de s'occuper de ce genre de sujet qu'ils n'avaient peut-être pas forcément le temps de regarder habituellement. Donc, ça a permis quand même d'être capable de réaliser plus d'activités sur ce secteur.
Si on prend des activités comme le crédit immobilier, qui sont des activités quand même très complexes parce qu'elles intègrent aussi d'autres acteurs que nous dans la chaîne de valeur, on a continué à avoir du trafic, beaucoup moins, c'est certain, sur les comparaisons en crédit immobilier. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la mesure où les gens ne pouvaient plus visiter des biens immobiliers, eh bien, certains mettaient en stand-by leur projet. D'autres continuaient d'étudier la possibilité de faire un investissement immobilier, mais du coup, les concrétisations projetées étaient beaucoup plus lointaines qui n'étaient prévues. Puis ensuite, il y avait encore une fois d'autres acteurs dans la chaîne de valeur qui ont réagi différemment au contexte de confinement et ensuite déconfinement, etc. C'est tout d'abord nos partenaires bancaires. Certains, effectivement, n'étaient pas toujours disposés à recevoir des clients qu'on leur envoyait en agence pour concrétiser un crédit immobilier. Et il y a également aussi d'autres acteurs dans la chaîne de valeur qui sont les notaires, où il n'était pas possible de prendre rendez-vous avec un notaire pour signer un acte de vente. Alors, la profession a réagi très rapidement en France, puisque c'est ce qui a permis ensuite de mettre en place la signature électronique sur les actes notariés. Donc, voilà, pour vous dire un petit peu comment notre relation client a été impactée, enfin surtout notre business en général. Donc, d'un point de vue des contacts réalisés, mais il y avait beaucoup de questions effectivement autour de ces sujets, à savoir comment on pouvait aider nos clients dans la poursuite de leur démarche. Voilà, donc c'était encore une fois principalement des contacts qui se faisaient par téléphone, parce que nos clients qui avaient des enjeux très forts, hein, quand on a été tous surpris par le confinement, certains étaient dans une logique d'acquisition d'un bien, de pouvoir emménager avant l'été parce que ils avaient une échéance de rendre un logement en location ou autre. Voilà, donc il y avait encore une fois tout un aspect émotionnel à gérer pour nos clients. D'accord, ok, super. Je vois qu'il y a quelques questions aussi dans le chat, donc ce que je vous propose de faire peut-être c'est d'accélérer un peu sur la réponse aux questions, et puis pareil, moi sur ma partie j'irai un peu vite, histoire qu'on puisse traiter quand même 2-3 questions à la fin du webinaire. Du coup, par rapport à cette tendance globale justement de la manière dont déjà la crise a fait évoluer la relation client, et puis par rapport à ce que décrivait Nicolas sur un temps plus long, l'évolution de la téléphonie, le rôle des différents canaux, qu'est-ce que c'est, vous, chez Meilleurtaux aujourd'hui, votre vision de ce que sera la relation client de demain? Quelle place du téléphone aussi dans cette relation client? Comment vous voyez ça évoluer? Si j'étais honnête, je vous demanderais plutôt de vous adresser à un gamin de 14 ans dans la rue et lui demander comment il voit la relation client de demain, parce que je pense qu'on n'est tous pas forcément les mieux placés pour répondre à cette question. Mais très clairement, je pense que notre volonté et notre vision pour la relation client de demain va être vraiment de continuer d'apporter des solutions efficaces à nos clients et surtout de répondre à leurs attentes en termes de canaux d'interaction. Je pense qu'aujourd'hui, on est principalement orienté sur la voix, sur le téléphone. Il y a beaucoup d'interactions qui sont très utiles lors de la découverte en fait des besoins du client. Mais par la suite, sur tout le suivi du dossier, par exemple, tout ce qui est collecte de pièces, relance, etc., c'est des choses qui pourraient être faites beaucoup plus sur des canaux différents de la voix. Je pense que demain, l'intelligence artificielle sera quelque chose qui sera de plus en plus présent dans les interactions avec les clients. Ce qu'il faut, c'est que cette technologie évolue assez rapidement pour, je dirais, offrir une qualité de service quasi égale à ce qu'on pourrait avoir avec un conseiller réel. D'accord, oui.
Ça fait une excellente transition, justement, sur la manière dont on peut fonctionner aujourd'hui, imaginer de nouveaux cas d'usage, on va dire, de la téléphonie pour la relation client. Donc, pour présenter en fait ça rapidement, je pense que le point clé, vous l'avez souligné, c'est vraiment si on résume en fait ce que tu disais Nicolas au début, j'ai l'impression que la téléphonie, peu à peu, elle a évolué de seul canal de contact entre une entreprise et ses clients à un canal parmi d'autres qui est plus cher, mais qui permet d'échanger des informations plus riches. La question que tu as posée tout à l'heure et qui est très juste, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on se rend compte qu'une partie de ces interactions téléphoniques, ce sont des moments où on mobilise des humains, alors que ce n'est pas forcément là qu'ils ont le plus de valeur. Et en fait, la téléphonie, aujourd'hui, dans la relation client, on a cette impression, nous, côté Coldesk, qu'elle est en train d'évoluer assez profondément, parce que justement, il y a des nouveaux outils, il y a l'intelligence artificielle, donc il y a une puissance de calcul qui est assez phénoménale, sur lesquelles il y a beaucoup d'entreprises depuis quelques années qui se disent, bon, ça existe, qu'est-ce qu'on peut en faire? L'automatisation, certes, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Donc en fait, comme tu disais, Michel, quand on souhaite automatiser quelque chose et remplacer l'interaction humaine par la mise en place d'un robot, un callbot, un chatbot ou un assistant virtuel de ce type, on va toujours se poser la question de en quoi ça va servir mes clients. Et en fait, ce qu'on aime bien montrer chez Coldesk, c'est ce petit graphique qui permet de positionner le callbot ou l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur au global de ce que c'est l'expérience d'un client qui appelle l'entreprise par téléphone. Grosso modo, le but d'un callbot, c'est jamais de remplacer les agents, très clairement, c'est beaucoup plus de les compléter. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les centres de contact, les agents, malgré le fait qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie d'aider des gens, qu'ils ont envie de les faire progresser, souvent, ils ont aussi quand même beaucoup de contraintes, ils ont beaucoup de tâches à réaliser au quotidien. C'est un métier où il y a quand même des impératifs de productivité qui ne sont pas toujours faciles à vivre, où il y a aussi beaucoup de tâches quotidiennes qui peuvent être assez frustrantes. On a régulièrement l'exemple de clients qui nous disent nous, on reçoit 10 000, 20 000, 50 000 appels par an de personnes qui nous disent « j'ai oublié mon mot de passe, comment je fais pour le réinitialiser ?» Donc, ils tapent un numéro dans la machine et ils le donnent à la personne et ça s'arrête là. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, l'interaction humaine et le fait pour le client d'avoir attendu parfois 3, 4, 5 minutes pour joindre quelqu'un, on se rend compte qu'il y a quand même des irritants et des points de friction. Et donc, en fait, en général, quand une entreprise souhaite développer un projet d'automatisation du canal voix et explorer le sujet des callbots, c'est principalement pour faire les différentes choses que vous avez sous les yeux. C'est soit pour mieux accueillir, qualifier et router les clients. Donc, en fait, on va accueillir les personnes et plutôt que mettre en place un SVI qui demande d'écouter une liste de choix, taper 1, taper 2, on va pouvoir directement, en langage naturel, c'est-à-dire avec les mots de tous les jours, demander à la personne pourquoi est-ce que vous appelez, comment puis-je vous aider aujourd'hui, et analyser le contenu de sa phrase pour la router dans la bonne direction. Et à partir de ça, soit on se rend compte qu'on est vraiment sur une demande de niveau 1, et je n'ose pas dire niveau 0, mais quelque chose de très basique qui peut être automatisé de bout en bout et qui permet de développer le self-care sur le canal téléphonique, donc pour les personnes qui continueraient de se servir du téléphone même si des alternatives sont offertes. L'exemple typique, par exemple, c'est qu'on travaille avec le groupe La Poste pour du suivi de colis. Moi, à titre personnel, dès que je veux suivre un colis, je vais sur l'application web. En revanche, si je pose la question à ma grand-mère qui allume son ordinateur 2 fois par mois, je pense que la réponse ne sera pas forcément la même. Donc, en fait, le callbot, ça peut être une manière de mettre à disposition de ses clients un canal supplémentaire sur lequel on sait qu'on manque de ressources pour les servir au mieux. Donc, on va mettre en place un assistant virtuel qui peut les aider à ce niveau-là. Un deuxième cas d'usage, ça peut être de déployer un callbot en cas de débordement, donc pour lisser les pics de charge. Si jamais, tout à l'heure, on entendait Sophie Vanier qui travaille chez Éveil et Jeux, donc dans le monde du retail et plus particulièrement du jouet, 50% du chiffre d'affaires se fait sur novembre et décembre, juste avant Noël. Et donc leur équipe qui, en cours d'année, compte une quinzaine de personnes, passe pendant 2 mois à 80 personnes. En fait, ce type de pic de charge peut être, la mise en place d'un callbot peut aider à lisser ça pour faire en sorte que les nouveaux agents puissent se concentrer sur les cas les plus pertinents pour eux et que, par exemple, le suivi de colis, qui est une opération simple et très répétitive, si on s'imagine le faire à temps plein pendant 2 mois, puisse être partiellement ou totalement géré par la machine. Un dernier cas d'usage, sinon, c'est simplement de se dire que la machine, elle va permettre de gagner du temps sur les différents appels. Et donc, en fait, quand on reçoit un appel dans le centre de contact, le callbot peut tout simplement permettre d'accueillir un appelant, de lui poser les questions simples sur qui il est, l'objet de son appel, récupérer finalement le motif d'appel, puis ensuite transférer donc l'appel vers le conseiller adéquat avec une remontée de contexte sous forme de bandeau agent, par exemple. Tout ça, c'est des exemples de cas d'usage de l'intelligence artificielle dans les centres de contact
qui font que, selon les objectifs poursuivis par l'entreprise, on peut plus facilement se recentrer sur le cœur de métier. C'est-à-dire vraiment, on est dans une logique, mes agents, ils font des tâches peu gratifiantes, j'ai de l'absentéisme, j'ai du turnover. Je vais mettre en place, par exemple, un callbot pour faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de service et que mes agents, ils deviennent des vrais apporteurs de solutions. En fait, j'ai plus de temps pour les former, ils vont davantage satisfaire mes clients sur les demandes complexes. Un deuxième exemple de cas d'usage, ça peut être sinon réduire les flux d'appels répétitifs. Donc, c'est vraiment dans une volonté de développement du self-care, de diminution du nombre d'interactions de niveau 1 à prendre en charge par l'entreprise. Ou enfin, ça peut aussi, on peut partir plus du point de vue du client final et se dire comment est-ce que je peux améliorer l'expérience de mes clients malgré les contraintes que je rencontre aujourd'hui. Et donc, ça peut être, je crois que c'est ce que vous citiez, Michel, ce que tu citais, Michel, c'est le fait d'offrir un support en heure non ouverte, le fait, en cas de pic d'appel, de lisser la charge, d'éviter le polyappel, de dire au client aucun conseiller est disponible, mais j'ai enregistré votre nom, vos coordonnées, on va vous rappeler. Bref, l'objectif, c'est vraiment de fluidifier l'intégralité de cette expérience. Voilà, j'ai tenté d'être aussi rapide que possible sur ma partie. Il nous reste à peu près 5 minutes, donc ça devrait nous laisser le temps de prendre quelques questions. Peut-être, Nicolas, je ne sais pas si tu en as déjà repéré dans le chat, ou Michel, tu dois avoir accès aussi, si vous voulez en prendre une ou deux. Nicolas, attention, tu es encore en muet. Pardon, oui. Je pense qu'il y en a une qui te concerne un petit peu, Alexandre, enfin qui… Ah, j'ai pas la vue dessus. Je te la pose. Et elle concerne, en fait, c'est une question posée par Niels qui se pose la question des coûts, aussi bien financiers qu'en termes d'investissement de temps et de compétences, également sur le run lié à un callbot. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que le callbot, c'est une technologie qui s'est beaucoup démocratisée depuis 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'avant, pour y trouver du ROI, il fallait vraiment gérer des millions d'appels chaque année. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des entreprises qui reçoivent à minima, on va dire 50 000 appels par an. Parce que c'est à partir de ce seuil, d'un service client de peut-être une dizaine, quinzaine de positions, donc pas forcément des structures énormes non plus. C'est à partir de ce seuil que souvent la mise en place d'un callbot va devenir financièrement plus intéressante que le fait de simplement embaucher une nouvelle personne à temps partiel ou à temps complet. Donc en général, pour donner des éléments plus concrets sur la mise en place d'un projet callbot, c'est des projets qui sont souvent à 5 chiffres. Et en termes de temps, il y a la semaine dernière, par exemple, on a fait une réunion avec des prospects dans un grand groupe d'assurance français. Et en fait, ce qui m'a marqué à la fin de la réunion, c'est qu'ils nous ont dit, bon, l'intelligence artificielle, l'automatisation, on s'en faisait toute une montagne, on se disait qu'on serait mature sur le sujet d'ici 12 à 18 mois. Dans les faits, peut-être que ce n'est pas si compliqué et qu'on peut très facilement mettre en place des petites expérimentations qui marchent bien en l'espace de quelques semaines. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un peu aussi s'enlever de la tête le fait que ça reste un investissement, évidemment, en termes de temps, mais c'est un projet qui peut être développé et mis en production. Notre record, c'est en une vingtaine de jours. Donc, ce n'est pas non plus un investissement si conséquent que ça. Absolument. Écoute, tu réponds ce faisant à la question d'Isabelle qui se demandait quels pouvaient être les délais de mise en œuvre. J'aimerais juste préciser effectivement que dans ce domaine de la téléphonie en général et de l'automatisation de la téléphonie en particulier, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment être, je pense, délicat et progressif en fait dans les choses qu'on met en œuvre, expérimenter pas mal pour voir vraiment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ne surtout pas s'embarquer dans des choses qui ne donneraient pas satisfaction du point de vue de l'expérience utilisateur, parce que ça peut vraiment être très préjudiciable, quoi. Mmh. Oui. Donc, avancer par petits pas pour arriver à une vraie optimisation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on peut en prendre une dernière, je pense. Alors, Sachant que s'il y a des gens à qui on n'a pas répondu, enfin j'ai vu qu'il y avait pas mal de notifications dans le chat et tout ça, on reviendra vers vous par email. Enfin, je pense qu'on vous enverra déjà le support de la présentation. Et puis également, si c'est des sujets qui vous intéressent, on sera ravis d'en discuter avec vous, de savoir un peu quelles sont les interrogations et les niveaux de maturité dans vos entreprises respectives. Alors, juste une petite question qu'on a reçue par chat privé. Quelqu'un qui est en train de monter une équipe de service client et qui se demande quels sont les bons ingrédients pour être performant. Donc, je suppose qu'on parle évidemment du contexte de la téléphonie. Eh bien, dans ce contexte-là, il existe aujourd'hui des outils
Alors des outils d'automatisation tels que ceux dont Alexandre nous a parlé, mais d'une façon générale, il faut avoir une solution de téléphonie, comme je le disais, qui va être agile en fait, qui va pouvoir s'adapter à l'évolution des ressources, en particulier dans le cadre d'un projet qui démarre et donc qui va être à géométrie variable assez rapidement. Et puis bon, le contexte Covid nous montre que si on est capable de s'adapter, de travailler à distance, etc., on est d'autant plus prêt à avancer. Donc, il faut des outils tels que ceux que propose Axialis de téléphonie dématérialisée, en fait, qui permettent de répondre rapidement à ce genre de problématiques. Alors, Axialis n'est évidemment pas le seul prestataire à fournir des solutions orientées logicielles en téléphonie, mais si le sujet vous intéresse, on est évidemment à votre disposition. Michel, tu as des précisions peut-être à nous apporter sur cette question? Pas particulièrement. Je pense que sur un service qui va se lancer, c'est effectivement, je dirais, d'être au maximum à l'écoute des clients. Donc, être tout de suite sur une logique d'automatisation peut faire s'échapper un certain nombre de feedback clients, de ressentis clients qui seraient peut-être plus perceptibles par des solutions non automatisées, ce qui ne veut pas dire que dans un deuxième temps, il ne soit pas intéressant de mettre en place ce type de solution. Mais encore une fois, je pense qu'on a souvent parlé de la voix du client, mais la voix du client au sens propre du terme reste vraiment importante à donner. Oui, c'est ça, il y a un vrai enjeu de maturité et de récupérer les informations sur le terrain. Écoutez, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Michel, tous les deux d'avoir été avec nous. Je crois qu'on va devoir laisser la place pour la conférence suivante. Merci également à tous ceux qui sont restés jusqu'ici avec nous. Donc, on vous enverra les supports par email. Et pour ceux qui sont motivés, qui assistent à toute la journée, la prochaine conférence commence à 16h et c'est Parcours client, quels outils mettre en place en 2021 pour une relation client performante. Donc, merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée. Et pour ceux qui seront là pour la keynote de fermeture à 17h, je serai encore là, en pleine forme. À bientôt Michel, à bientôt Nicolas. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.